Ah merde alors, comment on dit Comment ça? ça merde alors? But alors you are French. C'est à moi que tu parles. Alors à qui est-ce que tu parles? T'en vois un autre que moi ici? Salut les cinéphiles, bonjour ou bonsoir à tous, c'est Alex. Quel bonheur de vous retrouver pour un nouveau débat du Saloon qui sera consacré à Dr. Sleep de Mike Flanagan. Vous connaissez sûrement notre ras-le-bol à voir Hollywood se recycler sans arrêt, surfer sur la nostalgie des années 80, rebooter d'anciennes sagas cultes ou proposer des suites à des films qui n'avaient rien demandé jusque-là. Alors quand on a découvert le projet Dr. Sleep, annoncé comme une suite directe au Shining de Stephen King, et que sa bande-annonce et son marketing montraient clairement une volonté de faire suite au chef-d'œuvre de Stanley Kubrick sorti en 1980, forcément, on était sceptique. Mais notre curiosité a été quand même titillée lorsqu'on a vu que le scénario et la réalisation du projet avaient été confiés à Mike Flanagan, responsable de la série d'horreur à succès The Haunting of Hill House, et que sa volonté première serait d'adapter le plus fidèlement possible le bouquin Dr. Sleep, écrit donc par Stephen King en 2013. Fidèle adaptation de l'œuvre de Stephen King ou hommage nostalgique à l'univers de Kubrick, c'est ce qu'on va voir tout de suite avec ma bande de critiques adorés, Florian Pouplin. Salut Florian. Salut Alex, Florian. c'est toujours un plaisir. Mais oui, surtout que tu es toujours là quand on parle soit de Stephen King, soit de films d'horreur. Oui, je ne sais pas, mais voilà, j'aime bien. Très bien, eh ben bienvenue. Robin Jeunin qui rêve de fracasser des portes à la hache. Salut Alex. Salut Robin. Thibaut Ducré qui rêve de jouer avec les jumelles à bord de son tricycle. Absolument. C'est mon rêve le plus secret. Maintenant, c'est sorti, voilà. Très bien, alors si vous êtes prêts à retourner à l'hôtel Overlook, alors on prend son courage à deux mains et on y va. J'ai déjà vu des faux culs, mais vous êtes une synthèse. Plus de 30 ans après son traumatisme vécu à l'hôtel Overlook, le petit Danny n'a pas encore fait la paix avec ses démons et sa dépendance à l'alcool. Incarné par Ewan McGregor, celui qui a le pouvoir du Shining travaille désormais dans un hospice où il accompagne les personnes âgées avant de mourir, d'où son surnom de Dr. Sleep. Mais sa nouvelle tranquillité va être chamboulée lorsque Abra, une jeune adolescente qui a elle aussi le pouvoir du Shining, va entrer en contact avec lui. Elle a effectivement besoin d'aide pour vaincre Rose, jouée par Rebecca Ferguson, et sa tribu de sorciers qui dévorent les âmes des enfants. Qui veut commencer pour donner un avis succinct sur Dr. Sleep avant qu'on rentre dans les détails? Florian. Alors, moi, Tu as l'air chaud. oui, je trouve que c'est un film qui se prend un peu les pieds dans le tapis. Il y a beaucoup de choses que j'ai beaucoup aimées venant de Flanagan, donc de lui, de genre sa mise en scène, de son écriture. Mais malheureusement, je crois que le challenge était beaucoup trop grand. Je pense qu'il est beaucoup trop grand pour n'importe qui. Et que Flanagan, au point où il en est dans sa carrière, n'était pas prêt à faire ça, à gérer tout ça, et a fait des choix qui, selon mon avis, n'ont pas été entièrement bons. Voilà. C'est-à-dire au niveau adaptation, que ce soit du film ou du roman, et même au niveau de la mise en scène et de sa narration, je trouve que c'est un de ses moins bons films. D'accord. Voilà. Donc, je suis un petit peu déçu, mais je reconnais quand même que Flanagan, c'est pas... Le challenge pour toi, c'est donc à la fois d'adapter ce bouquin de Dr. Sleep et puis surtout de faire suite à Shining. Le challenge, Kubrick. surtout, c'est de passer après Kubrick, clairement. Ouais. Parce que, voilà. Ouais. Mais d'ailleurs, Thibaut. c'est le gros problème du film, je trouve, c'est que en fait, il aurait fallu faire un choix entre soit faire véritablement une adaptation du roman Dr. Sleep, parce que, rappelons quand même les choses, c'est que Stephen King lui-même n'apprécie qu'assez peu l'adaptation de Kubrick, parce que c'est le moins qu'on puisse dire, parce qu'il trahit pour lui, et on peut être d'accord avec lui, mais l'esprit du roman original qui explorait l'alcoolisme du père, tout ça, le rapport à la famille, et il met énormément de choses de côté. Kubrick s'est vraiment réapproprié son matériau, et du coup Stephen King en a d'ailleurs fait une nouvelle adaptation de Shining plus tard pour la télévision, où là c'était, je crois, beaucoup plus fidèle et beaucoup moins intéressant. C'était lui. Non, c'était pas lui qui a réalisé. Non, alors il a écrit le scénario, c'est Mick Garris qui a réalisé ça. C'était 3 épisodes d'1h30 et c'était assez interminable. Je déconseille ça à absolument tout le monde. Je me les suis tapés pour l'occasion et je regrette. Parce que ça, t'es professionnel. Enfin, tout ça pour dire que du coup, il y a voilà un aspect assez différent entre le film de Kubrick et le roman de Stephen King. C'est pour ça que moi, quand Mike Flanagan annonçait je vais faire un film qui est à la fois l'adaptation du roman Dr. Sleep et la suite du film Shining de Kubrick, ça m'a l'air d'être un parti pris assez casse-gueule. Et pour moi, il n'arrive pas à ménager ces deux éléments, en fait. Le cul entre deux chaises, donc, c'est ton avis, Robin, aussi sur Dr. Sleep? Bah oui, parce que je pense qu'on a un film, comme disait Thibaut, qui veut être relativement fidèle
du matériel littéraire de base, tout en étant une suite d'un film qui ne l'était pas. Donc forcément de base on se retrouve avec une situation un petit peu étrange. Il y a d'autres exemples de ce style, notamment un film qui était très mauvais, mais en partie pour ça, c'était Eragon qui avait complètement raté son adaptation et ils avaient été incapables de faire la suite parce qu'en fait dans le premier film ils tuaient des personnages qui étaient clés dans les deuxième et troisième films. Et là je me demande s'il n'y a pas un petit peu ce côté effectivement un peu étrange de vouloir faire suite à un film qui n'est pas très fidèle à ça, d'autant plus que le livre Dr. Sleep est arrivé super tard par 2013, rapport à Shining. Sans faire erreur, c'est même, je crois, Stephen King qui a demandé à ses fans quel bouquin il voulait comme suite. Non, je crois que c'est un fan qui avait soufflé l'idée à Stephen King se posait la question depuis un bail, que devient Danny, et puis il savait pas quoi en faire en fait pendant plusieurs années, donc il avait cette idée en tête, mais il n'avait pas le déclic pour faire un bouquin en fait. Moi, je crois qu'en fait il y avait juste 2 possibilités de bouquins qu'il pouvait écrire à cette époque-là. Il avait juste demandé aux fans lequel voulait en premier. Et ils avaient dit Dr. Sleep. C'était ça l'histoire. Donc c'est un peu des deux finalement. Voilà. Donc lui aussi arrive très tard là-dessus et je pense qu'on se retrouve avec une... moi n'ayant pas lu les livres, je me suis retrouvé avec une suite qui m'a un petit peu laissé sur le côté parce qu'il y avait pour moi des éléments qui ne faisaient pas pont avec le film Shining que je connais. Comme du coup les éléments fantastiques des espèces de mages, sorciers, on les appelle comme on veut, mais ces créatures qui vont chasser des âmes pour les aspirer pour être immortels. Là. Oui. C'est ça. Le True Note. Ouais. Mais comme quoi, Stephen King aime bien quand même qu'on bouffe les âmes des enfants, parce que le clown de ça, c'est la même chose. Mais ça, le clown de ça est dans Shining. Est un des esprits qui est dans l'Overlook en fait. En plus c'est un univers partagé. Oui, mais Stephen King a toujours fait un univers partagé. Univers. Mais oui, il aime bien qu'on mange les petits enfants. Mais là-dessus, typiquement, moi je trouvais que, n'ayant pas lu le livre également, Dr. Sleep, je trouvais que c'était, en tout cas dans le film, assez bien rendu. C'était une belle idée en tout cas, cette idée des sorciers, etc., qui viennent dévorer ces enfants et qui viennent aussi chercher des enfants qui ont ce pouvoir surnaturel du Shining qui leur permet aussi de voir à la fois de prédire l'avenir et puis de communiquer avec le monde des morts. Enfin, je trouvais qu'il y a quelque chose qui est assez bien rendu quand même dans Dr. Sleep là-dessus, dont les scènes justement au début qui nous posent en fait ces personnages-là. Et il y a une scène vraiment de limite de transe avec un enfant qui va être sacrifié pour qu'il puisse capturer son âme, et puis où on nous explique que plus il va souffrir cet enfant, plus l'âme va être purifiée. Parce qu'il bouffe sa peur en fait. Exactement comme dans ça. Ouais, exactement. Où le clown fait peur parce que la viande est plus tendre quand ils ont peur. Mais qu'est-ce que vous pensez de ça typiquement, de cette partie-là du film qui essaye de développer ces antagonistes ? C'est vrai que moi justement je suis curieux d'avoir l'avis de Florian là-dessus, parce que c'est un des problèmes que j'avais au départ avec ce scénario, c'est que je trouve qu'il est constamment tiraillé entre l'idée de faire une suite nostalgique à Shining, donc où on va faire des rappels constants à l'Overlook, à Jack Torrance et à tout l'univers du premier film, et un espèce de spin-off, ou en tout cas une suite qui se passerait dans le même univers, mais qui raconterait quelque chose de nouveau avec des nouveaux personnages. Parce qu'en fait, pour moi en tout cas dans le film, c'est pour ça que je me demande ce qu'il en est du bouquin, mais on se concentre beaucoup trop sur justement cette secte de bouffeurs d'enfants, et en parallèle, en fait, on suit 3 histoires en parallèle qui vont finir par se rejoindre, mais au bout d'une bonne heure. Donc, au début, on suit tout séparé. Les sorciers, l'histoire d'une petite fille dont j'ai plus... Abra, qui dispose du Shining, qu'il découvre petit à petit, et l'histoire de Danny Torrance, qui est adulte, qui est alcoolique comme son père. Et en fait, pour moi, on se concentre beaucoup trop sur les 2 autres histoires, et finalement, on délaisse un peu le personnage de Danny. Et quand enfin les histoires se rejoignent, moi, j'ai quand même l'impression d'avoir assisté à un truc très confus qui peine à démarrer. En plus de ça, à un moment, on a un saut de 8 ans dans le futur. Donc, pour moi, il y a quelque chose qui a vraiment de la peine à prendre au début dans l'histoire. Donc, je ne sais pas ce qu'il en est dans le bouquin, si c'est un problème qui est déjà inhérent au livre ou non, le problème l'adaptation. n'est de toute façon pas le même, parce que c'est pas le même médium. J'ai eu la même impression que toi en fait, sur le fait qu'au niveau de la structure, moi j'ai trouvé que c'était que genre Flanagan faisait un peu des checks, genre introduction check, 8 ans, hop, on y va, on fait ci, on fait ça, puis on les fait rejoindre un peu comme on peut. Moi je pense que dans le film il aurait dû couper plus de choses, parce qu'en effet ces 3 histoires sont
trop intéressantes les unes les autres pour qu'elles soient bien traitées dans un seul film, même si ça fait 2h30. Et moi, ce qui m'a assez déçu par rapport au livre, c'est que Dan Torrance, qui devrait être le personnage principal, ne l'est plus dans le film, alors que dans le roman, tout est très bien équilibré. C'est-à-dire que Stephen King propose ces nouveaux personnages. Moi, je les vois plus, les sorciers mangeurs d'enfants, je les vois plus comme des vampires, en fait. Comme un espèce de clan de vampires. Enfin, c'est vraiment... et dans le livre, c'est beaucoup plus clair. En fait, il prend vraiment des espèces de références à... On sent vraiment le groupe de vampires. Voilà. Abra, qui est un personnage que je trouve extrêmement intéressant et qui, dans le film, ne fait pas grand-chose. Enfin, je sais pas. Donc dans le livre, si vous voulez, c'est la même chose, mais dans le livre, ça fonctionne mieux parce que c'est un livre, forcément. Donc tu as accès à l'intériorité, tu as beaucoup plus d'empathie. Et puis voilà, le bouquin est quand même long, il fait 600 pages. Du coup, c'était un challenge aussi qui était assez dur, je trouve, pour adapter ce livre, parce qu'il y avait beaucoup. Et moi, le True Note... donc c'est vampire, j'étais assez déçu parce que le personnage de Rose the Hat, donc Rose Clack en français, dans le livre est vraiment exceptionnel. C'est vraiment un des méchants, elle est vraiment bien, puis dans le film je la trouve limite en fait. Tous les personnages, et c'est encore pire avec le reste de ces sbires entre guillemets qui n'existent pas en fait. Ouais, qui sont là, qui servent à rien et qui sont juste là clairement. pour attention, il il va y avoir un spoil qui émergent un peu, mais sinon voilà, ils sont juste là pour être de la chair à canon au bout d'un moment, et je trouve ça super dommage parce qu'il y a des personnalités très très intéressantes aussi là-dedans. Mais après, vous allez me dire que c'est quand tu adaptes un bouquin au cinéma, t'es forcément obligé de couper des trucs. Mais là, il essaye de tout introduire là, et il traite pas tout. En fait, il coupe moins qu'il synthétise, j'ai l'impression. Ouais, c'est ça. Et du coup, on a des condensés, des résumés très... Et je finis juste, et la plus grosse déception, c'est que dans le film, Torrance est très absent, je trouve. Complètement. Est très absent, alors que dans le bouquin, c'est très... Enfin, moi, il m'a beaucoup touché, ce personnage. Dans le livre, il a une évolution vraiment bien, et la fin est exceptionnelle. Je crois que c'est une des meilleures fins de Stephen King que j'ai pu lire, et très touchante. Et là, non. Enfin, la fin du film, je pense qu'on va en parler plus tard, n'est pas du tout comme celle du livre. Mais voilà, je trouve que c'est dommage. À ce propos-là, c'est vrai que typiquement, quand on se centre beaucoup trop sur ces True Notes, comme tu dis, le personnage incarné par Ferguson, là aussi, Ferguson n'a pas spécialement les épaules pour incarner dignement cet antagoniste-là. Et les autres également. Donc moi, je trouve que c'est une très bonne actrice, Ferguson. Enfin, on l'avait découvert avec les Missions Impossibles. Mais là, moi, je trouve que c'est vraiment une excellente actrice habituellement. Mais là, effectivement, je trouve qu'elle en fait un petit peu des caisses quand même, avec sa voix un petit peu susurreuse de sorcière. On a du mal à vraiment ressentir quelque chose pour ces méchants-là. Elle incarne pas vraiment une menace crédible, quoi. Pour moi, ce qui pose problème, en tout cas en début de film, alors là, je reparle vraiment d'un point de vue de quelqu'un qui n'a pas lu les bouquins et qui est resté sur le Shining de Kubrick, c'est que moi je suis resté sur l'idée, voilà, il y a un hôtel hanté avec un gamin qui a des pouvoirs vaguement, mais tu sais pas très bien, et puis ça se finit, voilà, c'est bon, poutsé. Et puis là t'arrives, et en fait déjà t'as un univers beaucoup plus étendu, avec, on va dire, beaucoup plus d'implications. Comme on l'a dit, justement, il y a des vampires. Les âmes des gens ont des pouvoirs qui permettent aux vampires voilà, ils peuvent se parler par télékinésie. Enfin, il y a plein de pouvoirs d'un coup. On est transporté vraiment dans un univers presque parallèle à ce qu'était le Shining de Kubrick. Mais pourquoi pas, si on arrive à oublier ça et à se lancer dans un nouveau film. Le problème pour moi, c'est qu'en début de film, on est beaucoup trop sur une structure littéraire, c'est-à-dire qu'on a ces 3 arcs qui sont suivis, qu'on saute presque de chapitre en chapitre. Et moi, j'avoue que sur la première heure, j'étais un peu perdu, parce que je suivais ces 3 personnes, enfin ces trois arcs, en me posant tellement de questions sur « mais attends, c'est quoi cet univers ? Quelles sont maintenant les limites ? Jusqu'à où ce truc peut aller ?» Et j'avoue que ça devient confus assez rapidement. Sur le début du film, ça a été assez confus, et je pense qu'effectivement, il faut attendre le moment où un peu tout se réunit et tout arrive à se mettre en place pour se dire « ah ouais, ok, d'accord, c'était ça finalement les enjeux, c'était ça finalement ». Et je pense effectivement sur le début du film, ça pêche un peu. Ce que je comprends aussi dans ce que tu dis, c'est que c'est vrai qu'au tout début du film, on nous pose le truc comme regardez, ça va être la suite de Shining. On reconstitue des séquences entières de Shining. Ouais. Ça m'a beaucoup dérangé, moi. Et surtout pas avec les mêmes acteurs. Heureusement. Ça, c'est un parti pris à la limite. Mais là, c'est quand même bizarre. Le problème, c'est que quand tu vois ces personnages,
tu penses au film de Kubrick, mais c'est pas ouais. le film de Kubrick. Bah ouais. Et du coup, tu as une distanciation automatique. C'est clair. Et ça m'a. Parce que ce qu'il faut spécifier, oui, pour les auditeurs, Vas-y, c'est Alex. que Mike Flanagan a retourné des scènes iconiques de Shining. On le voit au début du film, par petites touches disséminées au milieu du film, et surtout dans un final qu'on peut aborder, le final où, en fait, pour justement vaincre ces sorciers, eh bien, Danny a l'idée de retourner à l'hôtel Overlook, qui est habité par ces démons-là. Et donc, lui, quelque part, l'arc narratif de son personnage, c'est cette rédemption. Il va pouvoir aussi vraiment mettre fin et vaincre ses peurs et ses démons propres. Et là, justement, ça fonctionne pas très très bien parce qu'on n'a pas assez de développement. Ouais, parce de qu'on a Danny. refusé de l'aborder avant. Exactement. C'est ça. Et donc, on va à l'hôtel Overlook pour que finalement l'hôtel puisse ensevelir le personnage clé de Rose. Et donc là, Mike Flanagan va refaire, mais quasiment à l'identique, toutes les scènes iconiques de Shining. Et moi, je ne pouvais pas m'empêcher de voir clin d'œil sur clin d'œil sur clin d'œil. On reprend Et des c'est autres lourd au acteurs bout d'un pour créer moment. la mère, pour créer le personnage de Jack, donc Jack Nicholson, mais incarné par un nouvel acteur. Et donc là, on va nous refaire tout. Le seul plan qui est d'origine, c'est l'ascenseur avec le sang qui coule sur les portes de l'ascenseur. Ça, c'est la Et seule encore, je suis scène. même pas sûr. Non, c'est pas le même Bah, plan. Non, Si. c'est Ah, refait. Ah, C'est non, refait. ça a été pas refait. tout à fait c'est pas le même plan. Bah, pardon, mais Mais moi ils j'ai, l'ont lu, moi j'ai lu aujourd'hui que c'était le seul plan. Ils ont dû le en me retoucher renseignant. parce que le l'hôtel- plan, il est de loin. Il est, Non, t'as tout le parce hall. que les murs, ouais, t'as raison, et les murs sont délabrés là. Non, non, parce que là, l'hôtel est vieux. C'est pas le Et même. je pense qu'ils l'ont retouché. Oui, alors, Mais ils n'ont pas ont- retourné. Je pense pas qu'ils l'ont voilà, retourné. C'est ça que je voulais dire. D'accord, Ils ont très sûrement bien, ouais. retouché, mais ils n'ont pas retourné, contrairement aux autres scènes. Même les scènes du tricycle dans les couloirs, etc. L'entrée dans la chambre 237. Et puis là, là, tout ça s'est retourné. Bref, et donc là, pour moi, ça fonctionne pas parce qu'il y a cette distanciation dont tu parles, Florian. Et on va finalement se dire, mais à quoi bon refaire ça, faire clin Ouais, d'œil bah, sur d'autant clin Il y a d'œil. quand même une scène qui marche bien et dont j'étais très surpris. C'est la scène entre lui et puis le père. Je la trouve bien écrite. Elle n'est pas du tout dans le bouquin. Mm. Et Parce en que fait, tout ce final d'ailleurs n'est pas dans le bouquin. n'est pas du hein. tout dans le bouquin. Parce que C'est-à-dire l'hôtel est que- censé avoir été détruit. Voilà, à à la Shining. fin du premier livre, donc Shining, l'hôtel explose. Mm. Kubrick ne l'a pas fait exploser. Du coup, vu qu'il voulait faire une suite, l'hôtel devait encore être là. Alors que dans le bouquin de Dr. Sleep, l'hôtel n'est plus là, forcément, puisqu'il a explosé. Et donc Déjà, voilà. quand on revient Donc, sur ce qu'on en fait, disait, déjà, la suite c'est ça. d'adaptation de. ouais. Mais la scène où il est donc au bar, avec son père en face de lui, à la place de l'autre, place du barman, voilà. Je la trouve assez touchante et assez bien écrite. Je crois que c'est ma scène préférée du film et c'est la scène la Ouais, plus j'aime juste, bien je aussi. trouve, et qui correspond à ce que Danny arrive à faire dans le livre en tant que chemin psychologique envers lui et envers son père. On nous montre pas surtout, assez hein. dans le film. Voilà, c'est ça. Et donc ça tombe. Mais moi, ayant lu le bouquin, cette scène a marché parce que Bien sûr. j'avais tout le background du personnage que j'avais dans le bouquin. Mais le reste, c'est vraiment un hommage beaucoup trop appuyé. Ouais, mais justement, Thibaut. c'est dommage que ça arrive si tard, parce que moi, pendant tout le film, en fait, j'ai eu l'impression, enfin, j'ai trouvé assez drôle de voir le parallèle entre le personnage de Danny et peut-être celui de Flanagan, enfin, parce que Danny lui-même, pendant tout le film, refuse d'affronter son passé, enfin, il l'enferme littéralement dans des coffres pour finalement le libérer à la fin, tout comme Flanagan, pendant tout le film, dit non, mais je vais pas faire une suite directe à Shining, non. Puis finalement, à la fin, on fait tout péter, C'est et là, ça devient le grand guignol. Là, c'est incohérent. Où on fait, Mais ce qui- je vous remontre toutes les scènes que vous avez aimées, et ça Vraiment donc- les mêmes. et parfois de manière assez maladroite, Ouais, même, ouais. je trouve, parce Ouais, qu'il y a clairement. ce plan, tu évoquais le plan de l'ascenseur qui libère un torrent de sang, qui est assez iconique dans le Shining. Là, on le refait, et en fait, il y a un personnage qui passe devant, qui voit ce plan et qui sourit. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Enfin, pourquoi? Il y a quelque chose de très maladroit, je trouve, dans la façon de rejouer avec cet héritage de Ouais. Kubrick, de manière presque un peu cynique, ce dont je m'attendais pas de la part de Mais Flanagan. En fait, ce qui est assez paradoxal, c'est que tu disais en introduction qu'on en a marre de toutes ces œuvres qui basent tout sur la nostalgie, avec on refait la même chose, Jurassic World, Jurassic machin. Bah là, ce qui est intéressant finalement dans le film, à part ces défauts-là et le fait de réussir à rentrer dedans, c'est qu'au moins il a le mérite de proposer un truc qui est complètement différent, sauf sur la fin effectivement, et c'est ça que je trouve assez dommage, parce qu'il y a des trucs intéressants. Alors tu disais, je crois que c'est Florian, tu disais Abra est pas aussi développé que dans le bouquin, ça c'est évident, mais je trouve pas inintéressant cette gamine Clairement. qui finalement découvre gentiment son pouvoir, mais à ce côté un peu en fait j'aime bien ça, puis du coup je vais l'utiliser un peu plus, puis je vais m'amuser, mais pour le bien, mais je vais m'amuser un petit peu avec mon pouvoir. Ça c'est assez intéressant. Il y a aussi 2-3 trucs avec la méchante du film, parce que tu l'as dit, les autres ne sont que des faire-valoir
Il y a des trucs, c'est pourquoi est-ce qu'ils survivent et vivent plus longtemps. C'est pas parce qu'ils prennent cette âme-là, c'est parce qu'ils mangent bien. Tu vois, il y a des petits trucs aussi qui sont pas inintéressants, mais je trouve que c'est mélangé dans ce truc qui est un peu bipolaire entre la suite hommage et la suite pas tout à fait, et puis on finit dans l'hôtel. 2h30, franchement 2h30 c'est super long, hein. Et vraiment le film, je sais pas pour vous, mais moi j'ai on les sent passer, 2h30 on les sent passer. Parce que c'est un film qui est assez mou aussi, qui prend beaucoup trop de temps pour déjà se mettre en place comme on l'a dit, et puis même pour faire avancer son intrigue avec les ellipses, etc. Et c'est un film finalement où il y a énormément de dialogues qui prennent le temps, qui répètent aussi beaucoup ce qu'on a déjà vu. Je pense au moment aussi où il y a Danny qui parle avec le personnage noir, j'ai oublié son nom, qui est déjà dans le Shining. Halloran. Oui, voilà. Halloran, ouais. Exactement. Et donc où il va parler avec lui, etc. Où il va dire un petit peu ce qu'il ressent, il va lui expliquer qu'il y a cette jeune fille, etc. Enfin, en fait, tous des trucs qui mettent vraiment beaucoup trop de temps à avancer. Et ce personnage d'Abra aussi, que je trouve très intéressante comme Robin, je trouve qu'on développe pas assez sa détermination à aller s'attaquer à Rose et à détruire en fait cette tribu-là et cette secte. On comprend pas réellement vraiment les motivations de ce personnage-là. Ouais, elle découvre son pouvoir et tout d'un coup, elle décide d'aller les combattre. Et c'est une détermination sans faille, c'est-à-dire qu'elle va jusqu'au bout. Il y a un moment donné où elle perd un être cher, et puis vraiment, on ne regarde pas en arrière, on ne pleure pas. Mon but, c'est vraiment, je vais baser toute ma vie là-dessus, alors que j'ai même pas 15 ans, je vais aller buter cette secte. Et ça, je trouve que c'est un manquement aussi du film pour vraiment nous faire ressentir des choses. Pareil dans sa relation avec Danny, qui aurait été quelque chose d'assez intéressant, parce que lui-même est censé justement lutter avec le poids du passé. Il y a cet aspect qu'il risque de devenir lui-même son père, parce qu'il est aussi alcoolique. Enfin, il y avait quelque chose à creuser de son côté-là à lui. Et lui-même devient un peu un espèce de Dick Halloran pour le personnage d'Abra. Mais c'est vrai qu'on creuse rien. Et c'est pour ça que moi, je suis très surpris, parce que Mike Flanagan, je trouve que son talent dans tous ses films, que ce soit Oculus, Hush ou même la série Haunting of Hill House, c'est vraiment sa capacité à creuser l'aspect émotionnel de ses histoires et à lier toujours les effets horrifiques au parcours émotionnel de ses personnages. C'est pour ça que beaucoup de ses films, et notamment celui-ci, se termine sur une fin un peu apaisée, bien, parce que justement il a travaillé le parcours de ses personnages. Et là, dans Dr. Sleep, en fait, on est censé arriver sur une fin comme ça aussi, mais en fait c'est un de ses premiers films où les personnages sont pas creusés, quoi. Enfin, il y a juste le strict minimum qui est effleuré. Il a dû être bloqué, je pense. Il a dû se retrouver bloqué entre tout ça. C'est ça. Il y a beaucoup de choses, comme il y a Robin beaucoup de choses. C'est toi, tu disais, il y a 600 pages. Il y a beaucoup de personnages. Il y a cette suite à gérer avec le passé. Enfin, je veux dire, tu fais quand même une suite à un chef-d'œuvre d'un des plus grands réalisateurs. Enfin, je veux dire, tu fais suite à Shining. Tu fais pas suite à je sais pas quel autre truc. Donc forcément, t'as le poids sur les épaules et tu dois gérer tout ça. Donc et puis c'est ce qu'on disait déjà, Florian, quand on discutait ensemble à It Chapter 2. On faisait déjà exactement la même remarque envers Andy Muschietti et envers le scénario, où finalement l'adaptation d'un bouquin de King et de ces bouquins-là, autant It que justement Shining et Dr. Sleep, il y a beaucoup de personnages, d'intrigues, de sous-intrigues, et donc trop de choses à gérer pour un film qui finalement, même si on dit qu'il est trop long, 2h30, ça reste pas assez pour traiter toute l'œuvre complète en fait. Bon, ça c'est un exemple aussi de gros bouquin, parce que It il fait 1400 pages et Dr. Sleep, voilà, c'est ça, ouais. C'est le livre-là de Stephen King, je dis. Voilà, les autres adaptations sont souvent réussies parce que les livres sont un peu plus courts. Quand tu penses à Christine, il faisait 250 pages. Voilà. Mais oui, non, mais à Hollywood, de manière générale, il y a un problème d'écriture depuis 5-10 ans. Les scénaristes ne savent plus quoi faire, ne savent plus traiter une histoire. Et je rejoins Thibaut sur le fait que Flanagan, d'habitude, c'est super carré et c'est d'une sensibilité assez folle. Là, je trouve ça, mais je suis persuadé qu'il a été bloqué, qu'il y avait trop de pression, qu'il y avait trop de trucs, il a dû y avoir quelque chose, ouais. Et qu'il savait plus quoi faire. Il a aussi dû, à mon avis, écrire ça, et surtout la fin, je pense, en gardant en tête qu'il devait avoir la validation de King pour que le film fonctionne, pour que le film sorte dans de bonnes façons, tu vois, contrairement à Kubrick qui lui, c'était Kubrick qui n'avait rien à branler, genre Stephen King. C'est vrai que là, on n'est pas obligé de spoiler, mais la fin est une espèce de revanche de Stephen King sur Kubrick. Et ça, personnellement, j'ai trouvé ça vraiment petit. Vraiment à la fin du film j'étais là, mais non, c'est ridicule. Mais dans cette industrie de producteurs qui est maintenant Hollywood,
c'est pas, enfin, c'est triste, mais c'est pas si étonnant que ça. Probablement que Stephen King était plus, peut-être plus sur le tournage ou plus présent dans le projet que Shining de Kubrick, et que voilà, enfin, il s'est fait suffisamment. Enfin, je veux dire, on a suffisamment entendu Stephen King crier contre des adaptations qu'il jugeait ratées pour que maintenant que c'est les producteurs qui font la loi, ils soient derrière pour dire oh, attends, cette fois ça me va pas, on va changer ça, voilà, vous allez faire comme je veux. Ouais, bon, la fin a quand même un sens dans la globalité avec Stephen King. En fait. Là, c'est pas du grand n'importe quoi. Non, on est d'accord. Mais c'est un peu moyen vis-à-vis de ce qui a été fait avec le premier film. On dit beaucoup de mauvaises choses là, de Dr. Sleep depuis le début. Je pense que c'est lié à la déception de voir un film ambitieux comme ça, aussi casse-gueule finalement, et plutôt raté dans l'ensemble. Mais ça ne reste pas non plus un film totalement acheté, comme on a pu en traiter dernièrement. Ne visons pas Rambo 5 ou Terminator Dark Fate, mais disons-le. Mais là, il y a quand même pas mal de bonnes choses qui sont là, et notamment je pense qu'on les doit aussi à Flanagan et à sa mise en scène, qui fait que dans un film de ce calibre-là, qui sort pour Halloween, etc., qui est à destination du grand public, il y a quand même beaucoup d'idées de mise en scène et aussi une tenue générale qui est vraiment louable. Vraiment une qualité de réalisation là-dedans. Et puis, en termes de mise en scène, il y a pas mal d'idées. Les scènes de rêve, notamment, les possessions des corps. Et puis, avec ces maisons qui basculent aussi, pour vraiment, on se met à l'intérieur de la tête des personnages. Il y a une scène où, justement, le personnage de Rose fait un voyage mental dans la tête est super, d'Abra, où là, il joue avec le décor, il explore justement l'intérieur mental des personnages, où il y a effectivement des belles idées, parce que Flanagan est un très bon cinéaste, un bon scénariste aussi, et on l'a pas dit en fait, mais il avait déjà adapté du King avec le film Netflix Gerald's Game, Jesse en français, qui était excellent, donc il est capable de ça. Là, je pense que, alors est-ce que c'est la présence de King, est-ce que c'est principalement le poids de l'héritage de Kubrick aussi, je pense qu'il s'est fait bouffer par ça. Mais je suis d'accord avec Alex, quand tu compares aux merdes qu'on nous sert et qui sont des suites ou des reboots ou des blabla. Là, il se prend les pieds dans le tapis assez clairement, mais au moins, il a essayé. Pour des gens, mais pour des gens qui sont pas cinéphiles comme nous, qui n'ont pas lu les bouquins, qui n'ont pas vu Shining 40 fois, ça se tient complètement. Enfin, je veux dire. Et je suis d'accord avec toi, la mise en scène. Et Mike Flanagan, ça on le sait, il est. C'est un film qui a des problèmes, mais qui n'est pas un film acheté. Quoi. Voilà, il y a plein de bonnes choses dedans. Et c'est dommage. Voilà, c'est juste dommage. McGregor était un bon choix de casting. Il y a plein de... La petite Abra, je ne sais plus le nom de l'actrice qui fait son premier rôle. Ça marche assez bien aussi. Jacob Tremblay qui débarque pour 3 mais lui, il est bon. Hein. Il est excellent. Il est bon, mais qui avait déjà joué dans Before I Wake de Mike Flanagan. Ouais. Et et puis la mise en scène, mais Mike Flanagan, putain, je viens de dire son nom 3 fois en moins de 10 secondes. Mais on ne le dit jamais assez. On n'en parle pas assez. Est un des 3 seuls réalisateurs encore contemporains à innover dans le genre fantastique. Et ça se voit quand on voit Dr. Sleep. Ouais. Voilà. Très bien. Est-ce qu'on a quelque chose à rajouter sur Dr. Sleep ? Thibaut, je vois que tu as d'envie de dire une dernière chose. Effectivement, non, mais parce qu'on ne tarit pas d'éloges pour Mike Flanagan, mais moi je trouve que c'est vraiment un type intéressant. Et en fait, si des gens le découvrent avec ce film-là, tant mieux. Et je leur conseille, si ce n'est pas déjà fait, d'aller découvrir la série Haunting of Hill House, qui, à y réfléchir, en fait, est une meilleure suite à Shining que Dr. Sleep. C'est clair. Parce qu'on a aussi une histoire de famille qui a vécu dans une maison hantée, qui doit faire face au poids du passé, parce qu'on s'ajoute sur 2 époques, et je pense que c'est un très bon complément à ce film, et dans tous les cas c'est un cinéaste à suivre, ça c'est clair. Très bien, on a fait le tour sur ce Dr. Sleep de Mike Flanagan, qui est sorti le 30 octobre dans les salles pour Halloween, donc pour aller se faire peur. Pas beaucoup non plus quand même dans ce film-là, on a oublié de le dire. C'est pas le film le plus original. C'est pas le but, je pense. Non, c'est pas le but non plus. Voilà ce qu'on pouvait dire donc de ce film. Merci Florian Pouplin. C'est toujours un plaisir. À très bientôt. Donc la prochaine fois qu'on parle de Stephen King ou de cinéma d'horreur, c'est ça. Mais là, à mon avis, c'est bien parti parce qu'avec tous les millions que font ces adaptations. Stephen King va en mettre des sous-sous dans la popoche, comme on dit. Thibaut Ducret, merci beaucoup à toi. Merci à toi. À bientôt Robin Genin. À bientôt Alexandre Caporal. Salut. Et puis vous, merci beaucoup de nous avoir suivis, de nous avoir écoutés. Vous pouvez nous dire dans les commentaires sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, ce que vous avez pensé de Dr. Sleep, ou si vous avez envie de le voir. Et puis si vous l'avez déjà vu, dites-nous si vous êtes d'accord avec nous, forcément. Allez écouter aussi tous les autres épisodes du Saloon sur vos plateformes de streaming préférées, SoundCloud, Spotify, YouTube, Apple Podcast et autres. On vous retrouve pour le prochain débat ou un prochain épisode. On vous dit à bientôt. Salut!